Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au parcours et à l'œuvre d'un intellectuel exceptionnel qui a marqué l'histoire contemporaine du continent africain. Il s'agit de l'intellectuel, de l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop. Pour revenir sur le parcours de cet homme et sur son rôle dans l'éveil, dans la prise de conscience des Africains du drame colonial, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de FRI FM Zohra Ghayani, Samuel Akizimana, Abdallah Issouf et Moïse Self. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Je commence avec vous, Moïse. Quand on parle de cet intellectuel, Cheikh Anta Diop, on dit qu'il avait une maîtrise parfaite de toutes les sciences humaines, c'est-à-dire de la sociologie, de la philosophie, de l'anthropologie, de l'histoire, en fait, toutes les sciences humaines. Oui, justement, c'est historien, anthropologue, physicien, homme politique, sociologue. Cheikh Anta Diop, c'est l'une des rares figures de la sphère africaine qui a réussi à influencer tous ces domaines-là et à être un précurseur dans de nombreux de ces domaines. On parlait de l'émission, Samuel plutôt parlait dans l'émission passée de son engagement pour la littérature africaine. Comment est-ce qu'il a été parmi ces personnes qui ont initié l'écriture de la langue Wolof. Et rien que ça vaut le mérite d'être cité parmi les plus grandes figures, les héros de l'Afrique. Et puis, il était connu pour son dévouement donc à la cause de tous les Africains, mais aussi à toutes les causes qui concernent l'humanité d'une manière générale. Issouf. Cheikh Anta Diop est une figure emblématique pour l'Afrique, pour les Africains. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop, moi, c'est mon idole. J'aime beaucoup les lire et puis vraiment, il est une personne qui m'inspire beaucoup. Moi, je pense qu'en tant que panafricain ou bien le panafricanisme, on doit vraiment s'inspirer de ces sources, de ces leaders qui se sont combattus pour faire la promotion de l'Afrique. Comme ce que vous venez de dire, c'est une personne qui a des connaissances intellectuelles hors des normes. Parce que c'est une personne qui maîtrise l'histoire, qui maîtrise la politique, la physique, l'arithmétique. Alors, très jeune, Samuel Akizimana, il s'engage en faveur de l'émancipation du continent africain sous domination coloniale, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Son engagement va s'affirmer davantage, donc je pense en 1946, dans le cadre de cette association des étudiants du Rassemblement démocratique africain, dont il était secrétaire général alors qu'il n'avait que 20 ans. D'ailleurs, toutes les réunions du comité exécutif de cette association se faisaient dans une piole, une petite chambre d'hôtel à Paris. Samuel. Exactement. En fait, c'est là où on va voir à travers son parcours que déjà, c'était un militant. C'était un militant engagé sur les causes africaines. En fait, c'est ce qui était sa plus grande préoccupation. Parce que si on regarde déjà à partir de ces années-là, c'était une personne qui était déjà un faveur défenseur de ce qui était l'identité africaine. Et surtout, il était intéressé surtout à l'histoire de ce qui constitue l'Afrique, en réalité. Et surtout, non seulement ça, il était sur la promotion de ce qui constitue l'Afrique. En fait, c'était une personne qui reconnaissait en disant nous venons d'une nation civilisée. C'est-à-dire qu'il était sur le côté en disant nous sommes issus d'une nation civilisée. Exactement. Lui, sur son principe en disant nous sommes le berceau de l'humanité. Et il était une personne avec cette faveur et cette fierté qu'il voulait le montrer à tout le monde. Et il était prêt à faire
tout ce qui était de son possible pour le prouver aux gens. Et puis il avait une phrase concernant le panafricanisme, l'unité africaine, qu'il répétait alors pendant les années 40. Donc il avait à peine 20 ans, 22 ans. Il disait, je le cite, « Il est nécessaire de l'unification de l'Afrique, je cite, d'Alger à Cape Town, de Dakar à Mogadiscio ». Pour vous dire un petit peu cette dimension africaine qu'il avait. Donc, il plaidait l'unité africaine. Mzora. Oui, quand Samuel était en train de parler sur ces faits tout à l'heure, il a dit que en fait, il était parmi les gens qui étaient avec Aimé Césaire en France et Léopold Sédar Senghor, qui ont fondé la présence africaine à Paris en 1946. Donc c'était des gens qui ont plaidé pour l'unité africaine, oui. Et pendant que l'Afrique était sous le joug, de la colonisation, c'était des gens qui affirmaient que l'Afrique, en fait, c'est un continent qui a une histoire et qu'on ne doit pas oublier, et que les autres sont venus, pendant que les autres étaient venus, en fait, pour effacer tout ce qui existait comme civilisation, on le surnommait le pharaon noir. Ah oui, voilà, le pharaon noir, parce qu'il pendait que la civilisation égyptienne était donc fondée par les Africains, les Noirs africains. Effectivement. Voilà. Moïse, il avait cette conscience alors qu'il était étudiant en 1951. Donc il avait tout fait pour organiser ce premier congrès des étudiants panafricains. Donc c'était important. On était en 1950. Oui, et pour moi c'est quelque chose d'assez visionnaire. Bon, pas assez, c'est très visionnaire. J'imagine quelqu'un de son âge, 20 ans, qui a une vision si grande, qui vise... il vise... On aurait pu dire qu'il visait... Il avait un regard sur tout le continent. Oui, une phrase comme ça d'Alger à Cap... Ah oui, il avait des yeux cette vision qui planait sur tout le continent et non pas simplement sur le Sénégal ou bien une partie sur toute l'Afrique. Donc le bonhomme, il était d'ailleurs, on disait qu'il avait un amour ardent pour l'Afrique. Oui, c'est justement ça qui... C'est un amoureux de l'Afrique, du continent. C'est justement ça qui me fascine, avec ce personnage. Oui. Il disait que l'histoire culturelle de l'Afrique montre que le seul chemin pour l'Afrique, enfin le seul chemin que l'Afrique peut suivre pour retrouver sa personnalité historique, c'est de reprendre la rédaction de son histoire avec ses propres moyens et selon ses propres critères. Il ne faut pas inculquer aux Africains, autrement dit, des valeurs qui viennent d'ailleurs. Il faut donc construire la personnalité africaine sur la base des valeurs ancestrales africaines. Surtout. Désolé, Issouf, j'ai rebondi sur ça avant que ça. Très bien. Samuel après Issouf. Surtout que, en fait, lui, il se disait, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire que lui, il disait que c'est l'Afrique qui a civilisé le monde, en fait. Oui, il passait sur ça. C'est-à-dire que lui, il avait cette fierté en disant, vous n'avez pas à nous dire, mais c'est à nous à vous dire, parce que nous, tout a commencé en Afrique. Moi, c'est pour ça, surtout sur ce surnom-là de pharaon noir. Quand il dit, par exemple, en disant, l'Égypte fut la première à civiliser l'humanité à une époque où elle n'était qu'une nation nègre. En fait, c'est-à-dire que lui, il avait cette vision et cet ardent désir, surtout, et cet amour pour l'Afrique, où il disait, nous avons à vous apporter. Nous ne sommes pas qu'une nation que vous voulez jeter sur des choses. Non, nous avons des choses à vous apporter. C'est nous qui avons civilisé. Il avait cet ardent désir et cette fierté. En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup chez Anta Diop, c'est son dévouement, c'est son courage. Ah oui. À s'évoquer à des questions de base pour les Africains. Parce que sa théorie pendant laquelle, ou bien son œuvre dans laquelle il évoque que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est vraiment une question très énorme. Parce que dans cette œuvre, il évoque que tout a commencé à partir de l'Afrique. La première espace humain s'est apparu ici au niveau de l'Afrique. Homo sapiens sapiens, Homo sapiens, Homo... Il a expliqué avec des résultats concrets que tout a commencé ici. Pour rappeler son ouvrage, c'est Nation nègre et civilisation. Et dans cette œuvre, il évoque également que l'Égypte était la source de toute civilisation en arithmétique. Ils sont déjà en avance par rapport aux autres continents. Cette position lui a valu des critiques acerbes. Bien sûr, il a eu des critiques et puis il a même critiqué certains savants
certains savants grecs. Je prends le titre d'exemple, le Pythagore. Le théorème de Pythagore, il a dit que les Égyptiens ont découvert ce théorème il y a 2500 ans avant la naissance de Pythagore. Donc imaginez les questions qu'il soulève. Et en plus, il a dit que le Thalès n'a jamais écrit une seule formule sur les mathématiques. Toutes les formules qu'il a eues, il les a eues au niveau de l'Égypte. Les Égyptiens l'ont déjà découvert. D'ailleurs, c'est une position qu'elle a défendue contre vents et marées lors de la soutenance de sa thèse qu'on a rejetée à 2 reprises. Oui, bien sûr. Sa thèse, on l'a rejetée en deux reprises, comme vous avez souligné, parce que déjà, ça dépassait les membres du jury. Ah oui. En fait, toutes les connaissances qu'il a amenées, c'était des connaissances que eux, déjà, ils ignoraient. C'est des faits qu'ils ne savaient pas que ça existait. Et du coup, mais finalement, après, il a réussi. Après, que même si on l'a critiqué à dire que il n'était pas sur le terrain pour avoir des résultats fiables, etc. Mais il s'est appuyé sur des vérités. Il a même effectué des tests en laboratoire, etc. Oui. Non, il faut pas oublier, on a dit qu'il était historien des sciences humaines, mais il était également physicien et mathématicien. Il fait partie parmi les premiers Africains qui ont fait les tests sur le carbone 14 pour dater une espèce. Donc, il a fait les tests à Dakar, à l'université de Dakar, il a eu des résultats concrets aussi. Donc, moi, ce qui m'impressionne chez lui, il donne des résultats concrets. Et en plus, il est vraiment doué d'une intellectuelle ou bien d'une intelligence énorme parce qu'il jumelle beaucoup de domaines. Il est historien, il a des connaissances sur la physique, sur la mathématique et autres. Donc cela va lui permettre de beaucoup justifier ses idées, ses thèses. Surtout, pendant lesquelles l'Afrique est le berceau de l'humanité. Sur ça, je vois sa grandeur est sur le fait que il est allé sur le front là où il doit y aller. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé juste avec des mots, mais il y est allé avec des thèses et des preuves concrètes. C'est-à-dire quand il a fait sa thèse de doctorat, en fait c'était pour prouver. En fait, il n'était pas là juste pour faire... Non, c'est pas pour faire une thèse. Mais c'est pour justement démontrer un postulat et une thèse. Donc par rapport à l'Afrique, c'est pourquoi après il va développer le principe suivant, celui de la nécessité pour les Africains d'avancer sans couper le cordon ombilical avec leurs aïeux, c'est-à-dire avec leur civilisation ancienne. Oui, il dit toujours que le développement de l'Afrique passe par la connaissance de son passé. Donc si on ne connaît pas son histoire, on ne pourra pas avancer. Et lui, il s'est appuyé sur ça. Même un peu plus, parce que sa vision de l'histoire de l'Afrique, il n'a pas étudié l'histoire de l'Afrique en dehors de l'évolution de la Terre, c'est-à-dire du globe terrestre d'une manière générale. Oui, exactement. En fait, c'est ça qui fait cette grandeur de Cheikh Anta Diop. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais bondir sur une des phrases de Verschave que moi aussi j'aime beaucoup, parce que en regardant cette personnalité Verschave et en l'écoutant et en entendant, surtout en lisant sur ce qu'ils disent comme thèse, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai rebondi sur la phrase où il aime dire en disant l'Afrique n'est pas une civilisation où il faut tout écrire. En fait, ça revient sur le principe d'Anta Diop. C'est-à-dire que garder ses origines, savoir qu'est-ce qu'est l'Afrique, savoir d'où vient l'Afrique, savoir ce que l'Afrique a apporté. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont enfouies, parce qu'il faut comprendre une chose aussi, pour coloniser, pour changer et manipuler une nation, il faut dire que cette nation n'a rien à offrir. D'ailleurs, il disait, Samuel, dans le sillage d'ailleurs, il faut le rappeler, le sillage d'Aimé Césaire et d'autres intellectuels africains, qu'une société humaine sans histoire est une flagrante contradiction, dans les termes, une quasi-ineptie. Voilà, donc c'est pourquoi il veillait, Moïse, à préserver cette histoire. Oui, justement, non seulement préserver une histoire, mais restaurer ce qui avait déjà été détruit ce qui avait par été la colonisation. Exactement, parce que on parle d'un intellectuel, mais il faut préciser que cet intellectuel était un homme engagé politiquement. Il fait partie des figures qui ont porté l'indépendance de la nation sénégalaise. On parle
on est en 1947, où il s'engage pour l'indépendance de son pays, où il crée le Rassemblement démocratique africain, à Paris avec d'autres panafricains comme lui. Et ça, c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est quelque chose de noble à rappeler de ce personnage. Moi, je vais citer une de ses citations là où il disait que la renaissance africaine ne sera une réalité que lorsque les Africains retrouveront leur véritable histoire et réapprendront à se voir comme des acteurs de leur propre destin. Et cette citation, je pense que l'engagement qu'il a vis-à-vis de l'Afrique le prouve. Parce qu'imaginez une personne qui a dit que le monde est commencé à partir de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est des questions très énormes. Ah, bien sûr, bien sûr. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et je le suivais, il disait, parce qu'après son bac au Sénégal, il a poursuivi ses études universitaires en Europe, en France. Il a dit qu'il a reçu beaucoup des histoires, il a lu beaucoup des œuvres qui parlent sur l'Afrique. Il a dit que ce qui parle, c'est archi faux, c'est totalement faux. Il a été clair. Donc, je pense que il militait pour justement entamer un travail de remise en cause de l'historiographie colonialiste concernant l'Afrique. Moi, je vais rebondir sur l'une de ses œuvres, Mythe ou vérité historique, où il a dit, les civilisations nègres ont précédé et influencé les civilisations héro-méditerranéennes. Ces faits doivent être reconnus dans l'étude de l'histoire mondiale. En fait, il avait un combat. Et son combat c'est ça. C'est-à-dire que cette civilisation, qui est la civilisation africaine, soit valorisée à sa juste valeur. Que l'Afrique, tout ce qui est en rapport avec l'Afrique, soit mis en avant. C'est-à-dire reconnaître ce qu'est l'Afrique, reconnaître la civilisation égyptienne qui a apporté, etc., certaines preuves dans les domaines mathématiques, dans tous les domaines. C'est pour ça, moi je pense que c'est pour ça il est devenu un érudit, parce qu'il s'est spécialisé dans plusieurs côtés. Et dans ces côtés-là, c'était aussi pour prouver dans ces histoires-là en disant, tout ce que j'ai dit, j'avance des vérités qui sont exactes. Il avance des vérités, mais aussi il donne des raisons profondes. Il dit par exemple, la traite négrière et la colonisation sont responsables de la falsification. Il accuse donc la traite et la colonisation. Ils sont responsables de la falsification de l'histoire africaine. Il dit, je le cite, elles ont vidé l'Afrique noire de son âme ancestrale. Oui. Donc, les deux phénomènes qu'il avait donc condamnés, c'est la traite et la colonisation. Moi, je pense que d'après tout ce qu'il y a eu comme recherche et d'après tous les résultats qu'il a eu, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Parce qu'avant la traite négrière et la colonisation, l'Afrique avait sa propre histoire. Exactement. Avec ses propres civilisations, avec ses propres patrimoines. Donc, à l'arrivée de la traite négrière et de la colonisation, toutes ces choses ont été falsifiées et ont été racontées d'une autre manière. Et c'est ce qu'il éprouve à travers ses œuvres aussi. D'ailleurs, lui, ce qui est bien, il dit le vécu des petites gens africaines constitue l'histoire. Il suffit pas de raconter. D'ailleurs, c'est l'exemple qu'il a. Il oppose le vécu des Africains aux guerres napoléoniennes. C'est-à-dire, l'histoire n'est pas faite par les guerres, les grandes offensives, etc. Mais même les petites, le vécu, le quotidien des petits gens constitue en lui-même un phénomène historique. Oui, effectivement, il disait toujours que nous ne devons pas nous contenter de recevoir des leçons de l'extérieur, mais nous devons être capables de produire notre propre savoir. Et c'est tout ce qu'il défend, c'est ceci, c'est qu'on ne doit pas écouter toujours les autres. Issouf l'a dit, il a trouvé des archives qui étaient erronées parce que toute l'histoire africaine était réécrite à leur façon, une façon qui arrange les Occidentaux. Donc toute l'histoire de l'Afrique, c'était anéanti et c'était... convertible à zéro. C'est comme si l'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique n'existait pas, les civilisations africaines n'existaient pas. Alors que tout a commencé en Afrique. Oui, moi je vois que Moïse veut parler, mais je rebondis sur Samuel, moi je peux dire que si on regarde très bien, je pense que son combat était la désinformation. C'est-à-dire que lui, il voulait l'information. Il voulait la vraie information pour les Africains. Donc, et pour le monde. Pas seulement pour les Africains, c'est pour le monde entier. Il parle de falsification. Et écoute, c'est Moïse. Oui, et moi, j'aimerais associer Cheikh Anta Diop à un mouvement que tout le monde connaît ici, la négritude.
Ah oui. Alors, le mouvement de la négritude, c'est vrai qu'il n'a pas directement participé à ce mouvement-là, mais ses recherches, son travail a servi de base à toutes ces personnes qui ont participé à ce mouvement, dans plusieurs points, notamment... lui, il a donné une nouvelle dimension à la négritude. C'est-à-dire, exactement. Parce que la négritude, à l'origine, c'était un mouvement autour de la poésie, de la littérature, etc. Voilà. Mais lui, il lui donne une autre dimension. Une dimension scientifique. Il a, bon, avant de parler du domaine scientifique, il a d'abord parlé de la réhabilitation de l'histoire africaine. Oui. Parce que Diop a remis en question les interprétations eurocentriques de l'histoire africaine en affirmant l'importance de l'Afrique dans la civilisation mondiale. Il a aussi parlé de la promotion de l'identité culturelle, parce que les négritudistes, de façon générale, cherchaient à valoriser l'identité noire avec la poésie et la littérature. Mais Diop, lui, de son côté, au lieu d'utiliser la littérature, il est parti à la source, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la négritude. Ils le font avec la langue française. Mais lui, il vient, il dit, faites-le avec vos langues locales, faites-le avec le Wolof. Et ça va encore plus profond. Et avec aussi la critique du colonialisme. Je pense que c'est l'un des points les plus importants, parce que dans le vrai, c'est ça le but de la négritude. C'est désinformer, comme a dit Samuel, pour réinformer. Et sans ça, c'est pas possible. Donc pour moi, Cheikh Anta Diop, c'est une réelle figure, un modèle à suivre pour n'importe qui désire être panafricain. Justement, et puis Diop, il nous a fait savoir que l'Afrique peut apporter quelque chose pour l'invention. Beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses. Lui, il parlait de beaucoup de choses. Hein, voilà. D'ailleurs, pour lui, l'Afrique a apporté, tout a commencé. Va apporter beaucoup de choses. Tout a commencé ici en Afrique, et l'Afrique continue encore de contribuer pour les inventions, pour les choses énormes qui vont servir pour le monde entier. Il a évoqué le cas de l'Égypte. Il a dit que les Égyptiens avaient leur propre calendrier depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, oui. Donc imaginez, et puis il a évoqué également qu'ils ont débuté à faire des recherches sur la Lune et les étoiles depuis des temps aussi, avant que les autres sont dit qu'ils sont les premiers à faire la recherche sur la Lune, sur les étoiles. Donc imaginez toutes ces richesses. Mais ces richesses, la personne qui va... C'est des richesses énormes. Donc c'est vraiment, il faut avoir du courage énorme. Il faut avoir beaucoup de détermination pour évoquer de telles questions. Alors, donc c'est pour dire que l'Afrique n'est pas là seulement pour subir, pour profiter de toutes ces inventions qui ont été faites par la Grèce antique, les Européens. Donc c'est pour dire que l'Afrique aussi a des choses à réaliser, beaucoup de belles choses qui vont servir pour le monde entier. Cheikh Anta Diop est terrassé par une crise cardiaque le 7 février 1986, 40 ans après le début de son engagement, donc en 1946. Son cœur a cessé de battre ainsi à 62 ans. Lui qui a mené avec acharnement une bataille pour le recouvrement de la dignité africaine. Samuel. Oui, et à travers ça, j'aimerais dire une de ces citations où il dit « L'unité culturelle de l'Afrique noire est un fait indéniable que l'on peut démontrer par l'étude comparative des langues et d'institutions sociales. » En fait, il avait cet amour et cet ardent désir de prouver que l'Afrique a contribué, que l'Afrique contribue et que l'Afrique continuera à contribuer. Il faut reconnaître la valeur de ce continent qui est le berceau de l'humanité. C'était sa fierté. Je tiens à vous remercier vivement, M. Samuel Akizimana, Moïse Selt et Abdallah Issouf d'avoir participé à cette émission consacrée à cette figure intellectuelle, figure panafricaine qui a marqué l'histoire du continent africain, Cheikh Anta Diop. Je remercie également les auditeurs d'Efleria FM, la voix africaine. À très bientôt pour notre numéro des Africains parlent aux Africains.